Un diagramme. Les intérêts que paient les gouvernements et les sociétés aux banques sur leurs obligations sont en réalité payés par nous. Nous payons ces intérêts sous forme d'impôts et nous les payons par tous les biens et services que nous achetons. Les banques se déchargent sur nous d'une autre responsabilité. Si elles font faillite et si elles ne peuvent pas respecter leurs promesses de paiement, c'est nous qui payons les pots cassés. Mais vous vous demandez peut-être comment les banques peuvent faire faillite si elles ne doivent pas vraiment déposer des fonds lors de ces transactions. Comment peuvent-elles avoir quelque chose à perdre? La réponse est simple. La grande différence entre les banques et les faux monnayeurs, c'est que les banques ont légalement le droit de créer de l'argent, mais uniquement en respectant des règles de comptabilité bien précises. Une banque peut seulement créer de l'argent en inscrivant les remboursements et la garantie de l'emprunteur à la rubrique des actifs de la banque, du côté positif de ses livres bancaires, le tout étant compensé du côté négatif par le prêt ou par ce que le système bancaire appelle l'engagement créé par la banque. Si l'emprunteur ne fait pas ses remboursements, l'actif donné en garantie est saisi puis vendu par la banque. Dans un marché en décroissance, quand les reprises de possession sont nombreuses, la nouvelle valeur de l'actif qui a diminué ne couvre pas le passif de la banque. La banque inscrit alors une perte dans ses livres. Quand les saisies bancaires, ventes forcées, se multiplient, par exemple à la suite de l'effondrement du marché de l'immobilier, une grande partie des garanties bancaires s'évapore et les banques essuient alors de très lourdes pertes. Mais en réalité, ce sont juste des chiffres, complètement immatériels. Pourtant, les banques doivent respecter les obligations que ces chiffres leur imposent. En cas de dérapage, les conséquences peuvent être terribles. Paralysie de l'économie, désintégration sociale, chaos financier, famine, émeutes et guerre. Bon, comme nous étudions l'anatomie d'un prêt, nous allons présumer que le système continuera de fonctionner et que ces 3 emprunts seront remboursés. Le résultat final, c'est que pas un seul dollar d'argent existant n'aura changé de main. Mais 30 000 $ de nouveaux crédits bancaires auront été créés et dépensés dans la masse monétaire. Et chacune des 3 banques aura récupéré des intérêts sur 10 000 $. Alors, est-ce que la création de ces 30 000 nouveaux dollars constitue une fraude, comme la contrefaçon des billets? Une différence évidente, c'est que le système bancaire est légal, réglementé par le gouvernement, contraint par la justice à suivre des règles de comptabilité établies. Une autre différence, c'est qu'il n'y a pas de victimes bien visibles, alors que les faux billets font très clairement des victimes. Les banques affirment que la vendeuse et l'acheteur ont tous les deux obtenu ce qu'ils voulaient, par un accord mutuel. Alors où est la fraude? Et s'il y a fraude, qui est le perdant? Pour répondre à ces questions, voyons un peu qui a tiré quoi de cette transaction. L'emprunteur a fait l'achat qu'il voulait, selon des conditions qu'il a acceptées librement. Il regrettera peut-être cette décision par la suite, quand il aura bien du mal à faire ses remboursements. Mais il se peut aussi qu'il soit très heureux d'avoir obtenu ce prêt. La vendeuse a obtenu un crédit bancaire qu'elle considère comme étant son argent à la banque. Elle a confiance de pouvoir dépenser cet argent quand elle le voudra. Elle est donc certaine d'avoir été complètement payée. Mais est-ce que quelqu'un d'autre a souffert de cette transaction? Quelqu'un que nous aurions oublié? Eh bien,
il y a la banque, qui récupère des intérêts sur une promesse de paiement. Les banques sont des spécialistes dans ce domaine, et généralement, elles se tirent très bien d'affaire. Alors qui d'autre? Demandons-nous un peu d'où est venu cet auto. L'auto a été fabriqué à partir d'éléments bien concrets. Ressources naturelles, énergie et main-d'œuvre sont entrés dans sa fabrication. Alors pourquoi pas considérer qu'un des intéressés est la société dans son ensemble, ou même le monde réel, d'où viennent toutes ces ressources. N'oublions pas que l'argent créé par le nouveau crédit bancaire ne dort pas. Il est dépensé, mis en circulation dans le monde bien réel. Et c'est à ce monde bien concret que l'argent va, en fin de compte, en échange de l'auto. Par exemple, cet argent nouveau peut stimuler une production nouvelle, contribuant à la croissance de l'économie et au bonheur de certains. Ainsi, une bonne partie des crédits bancaires prennent la forme d'hypothèques. Et ces hypothèques permettent d'acheter des maisons et stimulent l'industrie de la construction, grand fournisseur d'emplois correctement payés. Mais après cet effet productif, l'argent nouvellement créé par un prêt dépréciera la masse monétaire, réduisant le pouvoir d'achat de l'argent d'un très petit montant. Alors, contrairement au cas des faussaires, qui font clairement des victimes, la perte ici est essuyée par nous tous, car l'élément concret du prêt, à savoir l'auto, a été extrait de l'ensemble du monde, ce qui a causé une petite perte de la valeur de l'argent pour tout le monde. Poursuivons notre comparaison entre le crédit bancaire et la contrefaçon des billets. Les faux billets sont éventuellement détectés et retirés de la circulation, entraînant une perte directe pour toute personne qui les a acceptés. Bien sûr, il est impossible de prédire quelle partie des faux billets sera repérée ou quand les faux billets seront éliminés de la circulation. Le crédit bancaire est lui aussi éliminé de la circulation, parce qu'à chaque paiement, une partie du principal est remboursée, donc éliminée. Presque tout l'argent actuel prend la forme de crédit bancaire. Par conséquent, presque tous les dollars qui passent sur nos comptes ont une date d'échéance. Un jour, ils serviront au remboursement du principal sur un prêt bancaire et ils cesseront d'exister. En plus des paiements du principal, il y a les paiements d'intérêt, qui constituent des revenus pour les banques. La plus grande partie de ces revenus sont recyclés dans l'économie sous forme d'intérêts payés aux déposants et de diverses dépenses des banques. C'est pourquoi il n'y a pas de perte évidente quand un crédit bancaire est éliminé de la circulation, alors que la perte résultant de l'action des faux monnayeurs est bien visible. Mais regardons de plus près. Une connaissance élémentaire de l'arithmétique suffit pour comprendre le pouvoir que confère le contrôle de la masse monétaire et pour saisir comment, avec le système actuel, la dette totale doit sans cesse augmenter. Faute de quoi, le système s'effondre. Chaque fois que le rythme de création de l'argent-dette perd du terrain sur le rythme de destruction de l'argent-dette, le total de l'argent en circulation diminue. C'est ce qu'on appelle la déflation, car la masse monétaire diminue comme un ballon qui se dégonfle. Il y a donc moins d'argent par rapport aux biens et aux services disponibles. Et comme il y a moins d'argent, le prix des biens et des services baisse. À première vue, on pourrait croire que ce serait une bonne chose. Et ça pourrait l'être, si l'argent n'était pas créé sous forme de dette, avec des intérêts. Pour toute personne qui n'est pas endettée, la déflation aurait pour résultat un dividende général, payé sur les biens et services de son choix. Ce serait un peu comme